Alors, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de prendre votre temps aujourd'hui pour assister à notre présentation sur l'insuffisance cardiaque à l'ère du COVID-19. Je m'appelle Cynthia Allard et je suis R5 au programme de cardiologie adulte à l'Université de Montréal. Je serai aujourd'hui accompagnée de ma collègue Emmanuelle Massy et aussi R5 en cardiologie à l'Université de Montréal et de Dr. Véronique Cyr, cardiologue spécialisée en insuffisance cardiaque au CHUM. Sachez que vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment pendant la présentation. Je les recevrai, puis on aura une période de questions à la fin. Donc, d'abord, Emmanuel et moi n'avons aucun conflit d'intérêt. À mentionner cependant que Dr. Cyr reçoit des honoraires de Novartis. D'ailleurs, je profite de ce moment pour remercier Novartis pour leur contribution et leur aide pour organiser la présentation d'aujourd'hui. Le plan de la présentation sera d'abord de parler un peu du virus en tant que tel. On va poursuivre avec les manifestations cliniques, incluant les manifestations cardiaques et leur impact sur la biochimie. On va parler des impacts sur le traitement d'insuffisance cardiaque, un peu d'informations sur la vaccination, les études en cours et les traitements à l'essai actuellement. On va parler des impacts sur le suivi des patients et des recommandations pour la prise en charge des patients à l'ère du COVID-19. Donc, commençons par un peu d'informations sur le virus du COVID-19 en tant que tel. Donc, le SARS-CoV-2 appartient à une famille de virus qu'on connaissait déjà, soit les coronavirus. Cela incluait les quelques coronavirus responsables des rhumes saisonniers. Puis, on parle d'environ 15 à 30 % des rhumes qui sont causés par un membre de la famille des coronavirus. Cela inclut aussi le virus qui a donné son nom au SRAS ou au SARS en anglais, soit le Severe Acute Respiratory Syndrome. C'est un virus qui a causé une pandémie en 2003 où l'Organisation mondiale de la santé avait dénombré un total de 8 098 cas dans 31 pays, juste pour vous donner une idée de la perspective de la pandémie en 2003. Puis finalement, les coronavirus incluent aussi le MERS-CoV, soit le Middle East Respiratory Syndrome, qui a causé une pandémie en 2012, surtout, mais dont le virus actuellement n'est pas complètement éradiqué, puis on dénombre encore quelques cas annuellement, surtout au Moyen-Orient. Juste pour vous donner une idée de mortalité, le SARS-CoV-1, donc le SRAS, avait une mortalité d'environ 10 % mondialement. Puis le MERS, lui, a donné un taux de mortalité très élevé avec 34,4 % avec un total de 2500 cas seulement. Le génome du virus concorde à 99,9 % avec le SARS-CoV-2 qu'on connaissait déjà, d'où son appellation, et concorde à 77,5 % avec le SARS-CoV-1 et à 50 % avec le MERS-CoV respectivement. Donc, le virus provient d'une apparition en cluster de pneumonie à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine. Et les experts croient actuellement que le vecteur de transmission serait via la chauve-souris. On sait maintenant que le virus utiliserait le récepteur angiotensine converting enzyme 2 pour entrer dans la cellule, d'où le fait qu'il y a plusieurs théories qui sont sorties concernant les inhibiteurs de réception à l'angiotensine, mais ma collègue Emmanuelle complétera cette partie-là un petit peu plus tard dans la présentation. Actuellement, selon les données du World Health Organization, donc publié hier, en fait, le 8 avril, il y aurait actuellement 1 356 000 cas confirmés dans le monde, dont au moins 79 000 décès, et ça continue d'augmenter à chaque jour. Le taux de contagion du COVID-19 est d'environ 2 à 3 cas de contagion par cas de COVID-19. Puis juste pour vous donner un ordre d'idée, le taux de contagion de la grippe influenza saisonnière est d'environ 0,8 à 1,3 cas de contagion par cas d'influenza. Donc, on peut dire que le COVID-19 est environ 2 à 3 fois plus contagieux que la grippe saisonnière. Puis, finalement, un petit mot sur le taux de mortalité qui est estimé mondialement actuellement à 3,6 %. Cependant, il est important de comprendre que le taux de mortalité varie beaucoup de pays en pays, puis dépendamment de la vitesse à laquelle ce virus-là se propage dans une population, qui dépend aussi de l'âge et des comorbidités de la dite population infectée. Par exemple, le taux de mortalité de l'Italie est particulièrement élevé et avoisine le 10 %,
Mais on sait aussi que le virus s'est propagé extrêmement rapidement en Italie, puis que les médecins et la société ont dû poser des choix, comme par exemple de ne pas offrir de ventilateurs ou de support ventilatoire à leur population plus âgée, faute de matériel et de place dans leurs hôpitaux. Donc, le taux de mortalité est probablement surestimé dans une population comme ça que le taux de mortalité du virus en tant que tel. Puis, finalement, le taux de mortalité mondial est probablement surestimé aussi parce qu'on peut facilement penser que les cas qui sont peu ou pas symptomatiques ne sont pas dépistés. Donc, probablement qu'on sous-estime le nombre de cas mondialement, puis que le taux de mortalité, si on le calculait vraiment, serait probablement plus faible. Puis le meilleur exemple, c'est des pays comme l'Irlande ou l'Allemagne où ils ont décidé, d'un point de vue de société, de dépister massivement leur population avec ou sans symptômes. Ils ont beaucoup plus de cas, mais leur taux de mortalité par cas est beaucoup plus faible que les autres pays. Donc, voici le graphique de cas mondiaux publié par le World Health Organization hier. La situation est heureusement encore sous contrôle en Afrique, mais les cas en Europe commencent tranquillement à baisser. Par contre, on voit qu'on n'a pas encore le contrôle en Amérique du Nord. Ça inclut aussi les États-Unis qui n'ont certainement pas atteint encore le pic de leur courbe. Ça provient d'une étude, en fait, qui a été publiée qui démontre la stabilité du virus sur les surfaces du SARS-CoV-2 comparé au SARS-CoV-1, qui est le coronavirus qui correspond, chez qui il ressemble le plus. Donc, on voit que la stabilité dans l'air est à peu près de 3 heures en aérosol, d'où le maintien de la protection de transmission aérienne dans les hôpitaux pour certaines procédures à risque. Ça peut rester jusqu'à environ 24 heures sur le carton, 72 heures sur du métal et jusqu'à 96 heures sur une vitre, comme par exemple un écran cellulaire. Pour poursuivre à la prochaine partie, je passe donc la parole à ma collègue Emmanuelle qui poursuivra sur les manifestations cliniques du virus. Bonjour. Moi, je vais parler un petit peu des manifestations cliniques. D'abord, il faut comprendre que les manifestations vont s'inscrire dans un continuum. On peut être complètement asymptomatique du COVID-19, comme on peut avoir des symptômes qui vont être plutôt d'allure grippale, avec principalement de la fièvre, de la toux sèche, de la fatigue. Puis, on peut développer ensuite une pneumonie, aller jusqu'à un ARDS et se compliquer par un décès, malheureusement. En général, on parle d'une période d'incubation de 14 jours, mais ça peut même être plus long selon certaines études. En moyenne, ça va être plutôt 4 à 5 jours. Du point de vue cardiaque, la présentation est super variable. Puis ça peut survenir aussi sans aucun symptôme respiratoire. Donc, le mécanisme le plus fréquent, c'est clairement une élévation des biomarqueurs sans atteinte coronarienne ou au niveau du myocarde, donc vraiment plus dans un contexte de sepsis. On peut aussi avoir, à travers les séries de cas de cohorte, on a pu observer qu'il y avait des syndromes coronariens aigus qui allaient de l'angine instable jusqu'au STEMI. Il peut aussi y avoir des présentations plutôt arythmiques, avec surtout des tachyarrhythmies. Puis, on peut aussi développer une insuffisance cardiaque. Ça peut être sur une insuffisance cardiaque qui était déjà présente et qui va se décompenser, ou alors de nouveau dans le cadre d'une myocardite, par exemple, ou même d'un Takotsubo, une cardiopathie de stress. Ici, je vous présente une figure que je trouvais super intéressante qui vient du JAMA, qui parle un petit peu de la physiopathologie pour tout ce que je viens de parler. Je vais les détailler un petit peu là, davantage sur les prochaines slides, mais je vais parler du risque d'infarctus, du risque d'insuffisance cardiaque et du risque arythmique tout en les détaillant. Donc, je vais passer à la prochaine. Puis, pour expliquer le risque entre l'infection aiguë et le syndrome coronarien, je vais parler d'une étude du New England qui est sortie en janvier 2019, puis qui explique le lien entre l'infarctus en temps de virémie. En fait, on a vraiment pu observer une corrélation entre les mortalités cardiovasculaires dans plusieurs épidémies, comme par exemple juste l'influenza ou la grippe espagnole. Dans cet article-là, il parle même d'un risque de 6 fois supérieur dans la semaine suivant l'infection par rapport à l'année précédente ou l'année suivante. Fait que c'est quand même assez important. Il y a des études sur les animaux et sur des autopsies humaines qui ont démontré que durant les épisodes de virémie, il y avait quand même une augmentation de l'activité inflammatoire au sein des plaques athéromateuses.
Puis comme on le sait, bien, l'inflammation, ça a une importance sur la dysfonction endothéliale. Ça peut facilement déstabiliser la plaque. Puis, ça a aussi un effet procoagulant. Ça peut donc favoriser la formation de thrombus au sein du bris de la plaque. Puis également, il y a aussi une portion de type 2 avec un déséquilibre entre l'apport et la demande là, qui peut contribuer au tableau d'infarctus aigu. On a vu aussi plusieurs cas, des case reports sortir sur des cas de myocardite qui peuvent aller jusqu'à la myocardite fulminante, quoique c'est quand même rare, mais ça peut nécessiter un ECMO pour un support cardiaque. Donc là, j'en ai mis 3 exemples, mais il y en a de plus en plus qu'on voit sortir à travers la littérature. Et c'est pas nouveau là, que les coronavirus, là, autres que le COVID-19, sont associés à des myocardites qu'on peut voir, par exemple, sur des résonances magnétiques et sur des biopsies. Euh, Puis, c'est vraiment dans son stade le plus tardif que le COVID-19 va être associé à une inflammation super importante avec libération de cytokines, avec des hauts taux de IL-2, IL-6 et d'autres paramètres biochimiques comme la CRP. Puis, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va voir apparaître la dysfonction myocardique, là, quand l'inflammation va être à son pic. On peut donc penser que c'est vraiment ce phénomène inflammatoire-là qui va entraîner le phénotype de myocardite, mais c'est pas encore clair s'il peut même avoir une toxicité directe du virus sur les myocytes ou sur l'endothélium vasculaire. On n'a pas encore démontré qu'il y avait une inclusion du virus au niveau myocytaire, mais sur des biopsies ou des autopsies de gens avec d'autres types de coronavirus, on a pu voir une infiltration de cellules inflammatoires là, au sein du tissu myocardique. La myocardite, ça peut être la cause du décès, mais ça peut aussi être seulement contributif au tableau septique. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, encore une fois, l'inflammation va jouer un rôle important. Ça va contribuer à l'évolution d'un phénomène d'un phénotype, par contre, de FPEF à FREF. Puis, ça peut aller même jusqu'au choc cardiogénique. La myocardite et le Takotsubo peuvent être contributifs dans le diagnostic. Puis aussi, on peut se demander si l'augmentation des pressions à gauche peut contribuer à la décompensation pulmonaire. Puis dans le même ordre d'idée, si tout le tableau pulmonaire avec ARDS peut créer de l'hypertension pulmonaire et entraîner de la défaillance droite. Puis finalement, pour clore les manifestations cardiaques, il y a le risque d'arythmie aussi qui est assez important à travers les études. C'est commun surtout chez les patients qui sont les plus malades, qui sont hospitalisés aux soins intensifs. Puis il y a plusieurs mécanismes rapportés comme des troubles métaboliques, l'hypoxie, le stress inflammatoire, tout ça avec potentiellement une maladie cardiovasculaire de base. Et juste se rappeler que si on voit une nouvelle tachyarrhythmie maligne apparaître, il faut soupçonner et rechercher la myocardite. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu des impacts biochimiques. Donc, l'impact du COVID-19 sur notre dosage. Il y a plusieurs études de cohorte qui vont montrer une élévation qui est assez tardive des biomarqueurs. Donc, comme on voit sur le graphique à droite de l'écran, ça provient d'une série là, de 191 patients en Chine. Puis, on voit que c'est à peu près au jour 15-16 qu'il va vraiment y avoir une élévation marquée des troponines. Puis dans le même ordre d'idée, les D-dimères et les CK vont aussi augmenter. Puis tous ces biomarqueurs-là sont associés indépendamment à un risque plus élevé de mortalité. Comme de fait, on remarque dans cette étude que les troponines étaient élevées chez plus de la moitié des patients qui étaient décédés. Donc, c'est quand même assez important. On remarque que les troponines sont plus élevées aussi chez les hommes qui sont plus âgés, qui ont plus de comorbidités cardiovasculaires, aussi l'insuffisance rénale, là, bien évidemment. Et c'est associé à d'autres paramètres inflammatoires, là, comme la CRP, encore une fois, et aussi au BNP plus élevé. Puis en plus en plus du risque de mortalité, il y a aussi un risque plus élevé de d'autres complications du COVID-19, là, comme plus d'ARDS, plus d'arythmie maligne, plus d'insuffisance rénale aiguë. Donc, voilà, je vais vous montrer un graphique qui montre bien là, le risque de mortalité. Ce qu'on peut voir, c'est que le risque le plus élevé, c'est ceux qui ont des troponines élevées et une maladie cardiovasculaire sous-jacente. Mais même sans maladie cardiovasculaire sous-jacente, le risque de mortalité est plus élevé juste avec les troponines. Donc, c'est vraiment les troponines qui drivent le risque de mortalité en général. Donc, non seulement ça va être les patients les plus malades, les plus comorbides qui vont avoir une plus grande élévation de troponine, mais c'est aussi eux qui vont avoir les moins bons outcomes sur plusieurs niveaux.
Un petit mot sur les BNP. Il n'y a pas beaucoup d'études encore là-dessus, mais on voit clairement une augmentation des peptides natriurétiques chez les patients qui sont les plus malades, puis ceux qui ont le moins bon pronostic et de manière semblable aux troponines. Dans d'autres études sur les ARDS, ben, on voit que les BNP plus élevés, c'est associé à une augmentation significative de la mortalité à 60 jours. Mais est-ce que c'est un prédicteur de mortalité ou c'est juste le marqueur d'une maladie plus sévère? On ne peut pas tout à fait le dire en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'études dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que disent nos sociétés sur le dosage? Les recommandations sont que si ça ne change pas la prise en charge, on ne devrait pas nécessairement doser les troponines ou les BNP. Par contre, ça peut être intéressant à des fins épidémiologiques pour comprendre les corrélations. Il faut quand même garder en tête qu'une atteinte cardiaque aiguë, c'est pas seulement une élévation des troponines, mais c'est associé à des changements à l'ECG, à l'échocardiogramme ou à la clinique du patient. Donc, il faut prendre ça en compte puis pas aller faire des procédures chez des gens qui ont juste une élévation des biomarqueurs. Bon, pour ce qui va entraîner le décès chez les patients avec le COVID-19, pour la figure à droite de l'écran, va démontrer que les décès sont surtout respiratoires. Ça, c'est la partie qui est orange. Puis, il y a une partie mixte, le respiratoire cardiaque qui est en jaune. Puis, finalement, les décès uniquement cardiaques sont en vert pâle, donc on parle à peu près 7 puis, il y a plusieurs études qui nous ont parlé de comorbidité qui étaient plutôt associées avec le décès, surtout des études chinoises, encore une fois. Par exemple, une grosse étude de cohorte de 1099 patients à Wuhan, en Chine, qui incluait 928 patients avec une présentation sévère. Puis, ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de comorbidités cardiaques, cardiovasculaires chez les patients qui avaient une présentation sévère, plus de MCAS, plus d'hypertension, plus de diabète de type 2 aussi. Puis il y a d'autres petites études à travers la littérature qui ont démontré les mêmes genres de statistiques. C'est sûr qu'on n'a pas encore grand-chose du point de vue nord-américain, mais ça s'en vient, puis on verra si les corrélations sont pareilles. Mais en tout cas, dans cette étude-là, ce qu'on se demande, c'est pourquoi les patients cardiaques ont l'air d'être plus à risque de développer une maladie plus sévère. Puis, il y a une théorie sur l'effet des inhibiteurs du système rénine-angiotensine que les patients prennent souvent comme médicament. Donc, je vais en parler un petit peu, puis en même temps, ça va me mener à discuter de la thérapie de défaillance, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, pour parler de ça, je vous présente une figure qui est tirée d'un article dans l'ESC, puis qui nous montre un petit peu l'effet de ces médicaments-là. Donc, en fait, le virus va rentrer via un récepteur appelé le ACE2, puis c'est un récepteur qui est présent au niveau pulmonaire et cardiaque. La prise d'IOCI d'ARAS est connue pour augmenter l'expression du ACE2. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça, c'est responsable du surplus de cas qu'on voit avec présentation sévère chez les coronariens? C'est une théorie qui est non prouvée pour l'instant, mais qui semblait tenter d'expliquer pourquoi ces malades-là avaient une présentation plus sévère. Par contre, de la même manière, en fait, d'un point de vue complètement différent, l'ACE2 va catalyser la dégradation de l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Puis l'angiotensine 1,7, c'est bénéfique, ça va causer un effet meilleur que l'angiotensine 2. Et l'ACE1, par ailleurs, va dégrader l'angiotensine 1 en angiotensine 2 qui, lui, va causer plus les symptômes d'ARDS. Donc, est-ce que plutôt l'ACE2 serait protecteur? C'est aussi une des théories qui est avancée par plusieurs articles. Pour parler encore de ça, il y a une étude super intéressante qui est parue dans Nature en 2005. Ils ont utilisé une souris qui était knockout pour l'ACE2, puis ils ont injecté du ACE2 et finalement, on voyait une diminution de l'atteinte pulmonaire. Donc, je répète un petit peu, là, mais l'ACE2 inactive l'angiotensine 2 et donc ça va négativer les effets. Ça va diminuer les effets négatifs, pardon. Bon, la petite figure, c'est une histopathologie pulmonaire d'une souris qui est wild type et aussi la souris qui est ACE2 knockout. Puis on voit là vraiment très bien la différence entre l'histopathologie pulmonaire dans les deux types de souris. Donc vraiment, ça semble protecteur dans ce cas-ci. Puis, en fait, c'est tout pour aller dans le même ordre d'idées. Puis, ça ici, c'est une étude parue le 20 mars 2020
qui fait une brève revue de ce qui a été dit jusqu'à présent sur le système rénine-angiotensine et le COVID-19. Puis eux, ils concluent qu'en fait, dans les études de cohorte, on ne sait pas nécessairement qui prenait un IECA ou un ARA. On ne sait pas vraiment si l'hypertension, c'était un facteur prédicteur indépendant. Puis il n'y a aucune évidence si c'est vraiment délétère ou protecteur de prendre des IECA. Puis même de la théorie inverse, est-ce que les patients qui prennent des IECA sont en fait plutôt plus malades, tout simplement parce qu'ils sont plus âgés, hypertendus, diabétiques, et donc que ça serait plutôt ça qui drive la mortalité? C'est aussi une possibilité. Il y a même une étude, une recherche clinique qui est en cours qui va essayer de voir s'il y a un potentiel bénéfique à donner de l'ACE2 recombiné à des humains. Donc, juste pour dire comment on pense qu'il y a peut-être même quelque chose de protecteur dans le ACE2 plutôt que délétère. En conclusion, il faut se rappeler de ce qu'on connaît des bénéfices importants de l'inhibition du système RAA en maladie cardiovasculaire. Donc, si on peut maintenir la thérapie telle qu'elle est, on la maintient. Cependant, c'est certain que si on a des hypotensions, une hypercalémie, une insuffisance rénale, il faut suspendre la médication comme dans n'importe quel contexte sepsique. Mais se rappeler que si on l'arrête dans d'autres cas, ça pourrait amener un surplus de mortalité cardiovasculaire. Finalement, ce que nous recommande le CCS, mais aussi l'ACC et le SC, c'est de continuer la médication telle qu'elle est chez les patients qui sont atteints du COVID-19. Donc, sur ça, je vais retourner à ma collègue Cynthia qui va nous parler de la suite de la présentation. Donc, rebonjour. Moi, je poursuis actuellement concernant les guidelines de vaccination. Donc, toutes les sociétés savantes recommandent actuellement la vaccination contre le pneumocoque et l'influenza annuellement. Et nous savions déjà que notre population insuffisante cardiaque est déjà à plus haut risque de complications et de mortalité s'il contractait l'influenza, par exemple. Aussi, dans les séries de cas du COVID-19, on sait que le risque de co-infection bactérienne ou virale avec le COVID-19 est significatif et augmente la mortalité et la morbidité. Donc, actuellement, en l'absence d'un vaccin contre le COVID-19, il faut saisir l'occasion de réviser la mise à jour de la vaccination de pneumocoque de nos patients. Puis, il faut aussi travailler pour fortement recommander le vaccin annuel de l'influenza. Un petit mot concernant la vaccination contre le COVID-19. Donc, je vous rassure, on ne part pas de si loin que ça, étant donné la proximité génomique du SARS-CoV-2 avec le SARS-CoV-1 et le MERS. Il y avait déjà beaucoup de recherches et plusieurs essais antérieurs qui avaient été réalisés lors des pandémies précédentes. Pourtant, aucun vaccin n'a été développé sur ces deux autres souches de coronavirus, probablement parce que l'attention humaine a changé de cap lorsque la pandémie s'estompait d'elle-même. Et à ce jour, aucun vaccin n'a été réalisé contre un virus à base d'ARN comme le COVID-19. Il est important de comprendre que faire une étude d'un médicament, par exemple, qui est déjà approuvé pour une autre maladie, qu'on essaie chez des sujets COVID-19 très malades, c'est souvent plus facile à faire parce que les risques encourus sont sommairement plus faibles. Par contre, faire un vaccin, ça représente de prendre une population saine, non exposée au virus, de les vacciner en espérant ne pas leur donner la maladie et ne pas leur causer d'effets secondaires. Donc, il est très difficile pour les autorités de sauter ces étapes-là qui mènent à la production d'un vaccin. Donc, juste pour vous donner une idée, là, une fois que le vaccin est créé en laboratoire, voici les étapes que ça prend pour mettre sur le marché un vaccin une fois que celui-ci est réalisé. Donc, la phase 1, c'est tester sur un certain groupe d'humains sains. Le vaccin, on se pose la question s'il produit la réponse immunitaire désirée. Ça prend un monitoring de plusieurs mois à 1 an pour les effets secondaires potentiels du vaccin. Puis, on est actuellement... certains vaccins ont été réalisés, puis on est actuellement dans le testing chez des humains sains pour le coronavirus. La phase 2, c'est testé sur un plus grand groupe de patients, donc quelques milliers d'humains, donc plusieurs sont à risque de contracter le COVID-19. On monitoring encore une fois la réponse immunitaire, la sécurité du vaccin, la dose, la méthode de vaccination. Puis cette période-là peut passer de 2 mois
de plusieurs mois à plusieurs années. Et finalement, la phase 3, c'est vraiment une vaccination massive sur des dizaines de milliers de personnes pour pouvoir voir les effets secondaires qu'on aurait pu manquer sur des petits groupes de patients. Puis on regarde encore la réponse immunitaire et la protection contre le virus. Donc, théoriquement, produire un vaccin, ça prend des années. Sans parler qu'une fois qu'on sait qu'il est sécuritaire, ce type de vaccin-là pour le COVID-19 serait produit en millions d'exemplaires pour être distribué à travers le monde. Donc, c'est un processus qui va prendre du temps. Actuellement, la majorité des experts s'entendent à ce que certaines de ces étapes-là vont être raccourcies, pas nécessairement sautées, mais raccourcies, puis qu'on ne pense pas voir arriver un vaccin contre le COVID-19 d'ici 12 à 18 mois au minimum. Donc, pour les traitements à l'étude, le World Health Organization a parti un protocole qu'ils appellent le Solidarity Protocol. En fait, ils ont pris des études antérieures sur le SARS-CoV-1 et le MERS, qui sont d'autres souches de coronavirus, pour voir qu'est-ce qui avait déjà prouvé certains effets potentiels. Puis, ils ont repris ces molécules-là pour faire des études à grande échelle contre le COVID-19. Donc, le Remdesivir, qui est un antiviral qui avait déjà démontré des effets prometteurs. On sait par contre qu'il est inefficace contre l'Ebola. Ça avait été testé aussi pour ça, mais il y a un protocole mondial qui vient d'être débuté avec ce médicament-là. Il y a l'opinavir et le ritonavir, qui est une combinaison qu'on appelle le Kaletra, qui est déjà approuvé et utilisé en VIH, puis qui avait démontré quand même quelques points d'efficacité contre le MERS. Actuellement, il y a eu une étude chinoise avec 200 patients atteints sévèrement de la COVID-19 qui a démontré que ce traitement-là était inefficace, mais par contre, c'est seulement sur 200 patients. Je vous montrerai les graphiques sur ma prochaine slide. Et il y a aussi le lopinavir et le ritonavir, les mêmes médicaments accompagnés de l'interféron alpha, qui avaient déjà plusieurs études en cours contre le MERS. Donc, c'est vraiment des études qui sont réalisées à l'échelle internationale, financées par le World Health Organization, qui a déjà reçu plusieurs millions de dollars pour financer cette recherche-là. Et finalement, étant donné la controverse derrière l'hydroxychloroquine et la chloroquine, avec des hauts placés de la politique qui ont fait mention que ça pourrait fonctionner, même si les études actuellement ne démontrent aucune efficacité. Le World Health Organization s'est dit qu'ils allaient rajouter une étude randomisée concernant l'efficacité de cet antimalarien-là pour être certain de répondre au questionnement mondial sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus. Donc, ici, c'est l'étude chinoise dont je vous parlais, sur 200 patients sévèrement atteints de la maladie. Le traitement est inefficace sur cette étude-là, mais par contre, on semble quand même voir une certaine tendance sur le bénéfice du médicament. Donc, l'étude randomisée sur des milliers de patients répondra peut-être à la question. Pour poursuivre, un petit mot sur notre étude maison. Donc, après l'étude de Colcott qui a été publiée récemment, il y avait quand même un nouvel engouement pour la colchicine en maladie cardiovasculaire. Puis de plus, la théorie veut que l'inflammation sévère produite par le virus soit responsable de la morbidité et mortalité associée au virus, comme la RDS ou la myocardite, comme Emmanuel l'a mentionné. Donc, Dr Tardif et son équipe de l'Institut a saisi l'occasion pour tester la molécule en cas de COVID-19 non sévère. Donc, c'est une étude randomisée à double aveugle multicentrique qui teste la colchicine à dose élevée pendant 3 jours, puis à 0,5 mg per os dié pour le 27 jours suivants contre placebo. Il faut évidemment avoir un diagnostic de COVID-19 positif lors de l'inclusion. Ça inclut un follow-up téléphonique ou par visioconférence à 15 jours et à 30 jours. Et l'objectif primaire est de vérifier le composite mortalité et hospitalisation due au COVID-19. Les critères d'inclusion représentent les patients de 40 ans et plus, COVID-19 positif. Évidemment, ça doit être un suivi externe, donc tous les patients qui sont hospitalisés au moment du diagnostic du COVID-19 sont exclus de cette étude-là. Puis, les patients doivent avoir au moins un facteur de risque de complications, que ce soit
l'âge de 70 ans, diabétique, hypertension mal contrôlée, maladie pulmonaire, insuffisance cardiaque, MCAS, ou des facteurs de mauvais pronostic comme de la fièvre, la dyspnée au moment du diagnostic, une bicytopénie ou une pancytopénie. Il y a aussi plusieurs autres traitements à l'étude, comme par exemple les immunoglobulines, les anticorps monoclonales. Puis l'engouement actuellement en immunothérapie, ce sont les hyperimmunoglobulines, qui sont en fait des immunoglobulines préparées à partir du plasma de patients guéris du COVID-19, donc avec un haut taux d'anticorps. Ça représente un peu une immunité passive à court terme versus une vaccination, par exemple, qui, elle, représente une immunité active à long terme. Le problème avec les hyperimmunoglobulines, c'est qu'on n'a pas assez de patients guéris actuellement pour traiter tous les patients malades du COVID-19. Par contre, en France, il y a quelques jours, il y a une étude de 60 patients atteints du COVID-19 sévère aux soins intensifs, donc une population très malade, qui débute une étude là, en randomisant le patient contre placebo versus hyperimmunoglobulines. Puis les États-Unis et le Canada sont tout juste derrière, incluant l'Université de Montréal qui a emboîté le pas pour l'étude sur les hyperimmunoglobulines. Donc, on saura d'ici quelques mois si on est capable d'utiliser ces hyperimmunoglobulines-là pour réduire le fardeau de morbidité et mortalité des patients atteints du COVID-19 très malades. Emmanuel a mentionné plus tôt des cas de myocardite associés au COVID-19, puis actuellement, le traitement spécifique face à un cas de myocardite associé au COVID-19 n'est pas très clair. Par contre, on a quand même un peu d'expérience sur les myocardites virales ou les myocardites fulminantes. Donc, on a peu de littérature. Par contre, on peut appliquer certaines choses qu'on connaît à nos myocardites du COVID-19. Donc, voici un case report qui est un homme de 37 ans qui n'avait aucune comorbidité, qui se présente à l'urgence avec un tableau de DRS dyspnée depuis 3 jours. Le patient est hypotendu à l'arrivée, il présente un petit épanchement pleural, des infiltrats pulmonaires et une cardiomégalie avec un ratio quand même à 0,70 qui est très élevé. Les troponines étaient élevées, les CK étaient élevés, les BNP étaient élevés, puis à l'ECG, il démontrait un sus-décalage en inférieur. Donc, le patient s'est ramassé en coronarographie, il présentait des coronaires normales. On lui a fait une ETT qui démontrait une cardiomégalie avec une dilatation des cavités cardiaques, une fraction d'éjection à 27 %, puis une trace d'épanchement péricardique. Les cultures d'expectoration étaient négatives. On a testé tous les virus dans les sécrétions expiratoires et le COVID-19 était le seul virus revenu positif. Donc, on pose le diagnostic de myocardite et pneumonie associée au COVID-19 avec un choc cardiogénique. Le traitement dans ce case report-là a été un traitement de myocardite fulgurante usuelle avec la méthylprednisone, les immunoglobulines, la norépinéphrine, la milrinone pour la contractilité myocardique, les diurétiques évidemment pour réduire la précharge et du piperacilline sulfabactam pour traiter un potentiel sepsis concomitant avec du pantoprazole pour nos patients aux soins intensifs. Le patient avec cette recette-là a très bien évolué. Puis à l'ETT de contrôle, une semaine plus tard, il avait déjà récupéré complètement sa fraction d'éjection. Donc, ce sont des traitements de myocardite usuels qu'on peut penser utiliser même en cas de COVID-19. Voici quelques faits divers pour terminer cette section-là, relatés dans les médias sociaux que le World Health Organization souhaite quand même mettre à jour. Donc, le coronavirus se transmet dans tous les types de climats, que ce soit froid ou chaud. Il n'y a aucune évidence actuellement qui supporte la transmission via les moustiques avec l'été québécois qui arrive. Les climats froids et la neige ne tuent pas le virus ni les bains chauds. Ce sont des choses que vous pouvez dire à vos patients en clinique externe là, si jamais vous avez des questions. Donc, une lampe ultraviolet n'est pas un moyen efficace contre le virus. Se rincer les sinus régulièrement ne prévient pas les infections respiratoires ni l'infection au COVID-19.
Puis actuellement, il n'y a aucun traitement approuvé contre le COVID-19. C'est important parce que Santé Canada et le FDA rappellent qu'il n'existe aucun vaccin, produit naturel, traitement approuvé contre le virus, même si tout le monde essaie d'avoir leur petite recette maison contre le virus. Donc, voici les recommandations suggérées par la Société canadienne de cardiologie, mais qui est aussi concordante avec celle de l'American Heart Association. Le but étant évidemment de protéger les patients, mais aussi de protéger le personnel soignant dans nos hôpitaux. Donc, il faut annuler toutes les ETT de contrôle, sauf si c'est nécessaire ou essentiel. Puis, ça implique aussi tous les autres examens non urgents. Il faut répertorier toutes les complications de nos patients défaillants pour mieux étudier la problématique. Il faut intensifier les suivis via les outils de télémédecine. Puis, on se rend compte en faisant quelques-uns que ça fonctionne parfois étonnamment bien. Peut-être que ça changera notre future façon de faire les choses. Évidemment, pour prévenir les visites à l'urgence, il ne faut pas titrer les médicaments qui nécessitent un follow-up avec des prises de sang si on peut se le permettre, ce qui veut dire que les IECA ou l'aldactone, par exemple, qui nécessitent habituellement un suivi de prise de sang, si on peut l'éviter, mais ça réduit les visites à l'urgence ou à la banque de sang. Si le patient est hospitalisé, il faut viser un congé plus précoce de l'hôpital avec un suivi téléphonique rapproché qui peut être utilisé. Si le rendez-vous doit se faire en personne, il faut s'assurer de diviser les visites des patients pour minimiser le temps d'attente de chacun, nettoyer entre chacun des patients, offrir le lavage des mains, screener les symptômes. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être mises en place dans la clinique externe. Puis, Dr. Cyr en parlera un petit peu plus dans sa partie. Un petit mot concernant les patients transplantés cardiaques ou les patients avec une assistance ventriculaire, donc les VAD. Pour l'instant, c'est inconnu si les patients transplantés cardiaques ou porteurs de VAD sont plus à risque de contracter le COVID-19. Ça serait acceptable si le patient est stable de reporter sa visite post-greffe si, évidemment, le patient ne présente aucun signe de rejet et est stable cliniquement. Et il n'y a pas de recommandation officielle de cesser l'implantation de valves ni de cesser les transplantations cardiaques durant la pandémie, mais évidemment, il faut prendre des précautions. Puis certains experts recommandent de suspendre les greffes cardiaques des patients listés statut 1 ou 2 qui représentent des patients qui sont en attente de greffe à la maison. Il faut comprendre qu'une greffe cardiaque, c'est envoyer une équipe de chirurgiens, des infirmières en avion vers l'hôpital du donneur, qui prennent ensuite l'ambulance, qui s'en vont à l'hôpital, qui opèrent dans un hôpital qui ne sont pas habitués. Ils font le chemin inverse, avion, aéroport, ambulance, hôpital. Ça représente quand même beaucoup de personnes, de personnel, de chirurgiens cardiaques qu'on met à risque de contracter le COVID-19 dans toute cette affaire-là. Pour une greffe cardiaque qui est non urgente. Donc, pour l'instant, chaque donneur et chaque patient sur la liste de greffe est traité de façon individuelle et c'est plutôt du cas par cas. Il y a quand même quelques cas de COVID-19 qui sont rapportés chez des greffés cardiaques, 2 greffés cardiaques en Chine notamment. Le management principal est de suspendre les immunosuppresseurs et de donner des hautes doses de stéroïdes avec des immunoglobulines et des antibiotiques. C'est ce qui a été fait en Chine. Pour l'instant, on n'a pas de rejet rapporté associé au COVID-19. Puis, il n'y a pas nécessairement de recommandations officielles à ce sujet-là. Par contre, le UHN Transplant ID Program de Toronto suggère de diminuer les doses d'antiprolifératifs temporairement. Ça représente le MMF parce que ça augmenterait le risque d'ARDS sévère. Il recommande de ne pas nécessairement utiliser des hautes doses de stéroïdes chez les patients greffés cardiaques avec COVID-19 et d'administrer des antibiotiques large spectre empiriques sans modifier la dose d'inhibiteurs de calcinurine, comme par exemple le tacrolimus. Donc, ce sont les recommandations actuelles. Voici les recommandations de la Société canadienne de cardiologie concernant le traitement intra-hospitalier et les procédures cardiaques. Donc, actuellement, toutes les procédures cardiaques urgentes ou semi-urgentes prévues
pour des patients intra-hospitaliers, par contre, devrait être priorisé pour faciliter le traitement et faciliter le congé de l'hôpital du patient. Donc, revascularisation pour les STEMI, on opère pour les urgences chirurgicales, on met les ICD ou les CRTD en prévention secondaire, on met les pacemakers pour les bradycardies symptomatiques, on met les VAD ou les greffes, ou on fait les greffes cardiaques pour les patients, insuffisance cardiaque avec symptômes choc cardiogénique qui sont hospitalisés, extraction d'appareils implantables en présence d'infection, ablation de PV en contexte de tempête apneique. Bref, vous voyez un peu le concept. Aussitôt que c'est une procédure semi-urgente qui permet d'accélérer le congé du patient, c'est à prioriser. Voici les recommandations officielles de l'Association canadienne de cardiologie d'intervention. Je vous en glisse un mot parce que plusieurs de nos patients insuffisants cardiaques, que ce soit hospitalisés ou en clinique externe, sont potentiellement en attente d'une procédure que vous retrouverez dans ce tableau-là. Donc, tout dépend de la situation locale du centre offrant les procédures. Est-ce que celui-ci est un centre COVID en manque de personnel ou de ressources? Est-ce que les plateaux techniques roulent encore? Puis c'est très dépendant d'un centre à l'autre, donc il faut s'informer pour ça. Actuellement, la majorité de nos hôpitaux se situent encore dans la catégorie verte, c'est-à-dire qu'il y a une restriction quand même dans les services, mais les procédures urgentes ont encore lieu selon nos guidelines. Donc, évidemment, si le patient est à risque d'avoir le COVID-19 ou est COVID-19 positif, ces procédures se font sous protection d'aérosol pour tout le personnel. Donc, les recommandations pour les STEMI, les chocs cardiogéniques, les non-STEMI à haut risque est encore d'aller en coronarographie. Et pour les patients, pour les non-STEMI ou les angines instables à bas risque, on peut considérer la coronarographie, ça dépend du centre évidemment et du bordel du COVID-19 que le centre a, mais on peut aussi considérer une approche médicale chez ces patients-là. Finalement, pour les procédures plus soit de valvulopathie ou autres, il y a seulement actuellement les TAVI à haut risque et les MitraClip à haut risque qui sont faits. Donc, c'est des patients, évidemment, qui ont eu plusieurs hospitalisations d'insuffisance cardiaque ou qui sont fortement symptomatiques ou qui ont une fraction d'éjection réduite. Toutes les autres procédures de TAVI, MitraClip, fermeture d'appendice auriculaire, fermeture de FOP, etc., là, sont tous mises en suspens pour protéger les patients de venir à l'hôpital et d'être exposés au COVID-19, mais aussi pour protéger notre personnel infirmier. Vous pouvez avoir accès à ces tableaux-là puis à ces recommandations-là via la Société canadienne de cardiologie ou en bas l'Association canadienne de cardiologie d'intervention. Je passe donc la parole à Dr. Cyr qui parlera un peu des procédures à suivre pour les patients en clinique externe puis aussi de l'expérience locale du CHUV. Merci beaucoup, Emmanuel et Cynthia, pour votre partie. En fait, très brièvement, on va revoir un peu en clinique externe comment on gère. Puis, je vais vraiment rester beaucoup de temps pour la période de questions parce que sûrement qu'il y en a qui vivent des choses qui sont très challengeantes, qu'il y a beaucoup de challenges ces temps-ci. Fait qu'en fait, je pense que ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on s'occupe d'une population qui est extrêmement malade, qui a vraiment besoin de beaucoup de soins. Puis même si c'est la pandémie, je pense qu'il ne faut pas perdre nos bons réflexes de médecins traitants, d'infirmières, d'infirmières praticiens, parce que ces patients-là, ils ont besoin de nous. À titre d'exemple, moi, je suis présentement sur une unité COVID positive, puis il y a un patient qui m'a été transféré malgré des COVID négatifs en disant qu'on trouve très trachynéique, puis on vient encore répéter un autre COVID. Puis finalement, en revoyant l'histoire, je m'aperçois que le patient roule à 130 battements par minute avec muscle, qui a eu un angioscan, qui n'avait pas d'embolie pulmonaire, qui n'avait pas d'épanchement péricardique à son scan. Et que j'ai dit, je pense que clairement, il va falloir faire une échographie cardiaque. Puis ce patient-là, en fait, il y avait une fraction d'éjection à 15%. Puis il y avait une histoire de pneumonie probablement acquise en communauté. Puis
monsieur, il avait des problèmes d'alcool chroniques et très, très sévères. Fait que probablement qu'on a démasqué une cardiopathie. Fait que je pense qu'il ne faut jamais oublier que oui, c'est le COVID, mais que oui, c'est important de bien prendre en charge et de questionner nos. Je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, mais moi, j'ai parlé également des pharmacies communautaires parce que j'ai eu des appels. Est-ce que je devrais cesser mes IACA, les ARA, l'Entresto, les ARM en prophylaxie au cas où qu'un patient soit atteint de COVID? Et clairement, la réponse est non. Parce que ces patients-là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont compenser, ils vont faire des poussées hypertensives, ils vont venir à l'urgence, puis on risque juste de les exposer au COVID de façon inutile, puis de les hospitaliser et d'augmenter leur mortalité et leur morbidité. En fait, quand on parle aux patients au téléphone, il y a des patients qui sont très bons, ils répondent très bien, mais je pense qu'il faut jouer un petit peu au Sherlock Holmes pour faire la différence entre est-ce que c'est la COVID ou est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque. Il y a toujours la question de risque individuel. Est-ce que votre patient, là, le classique du voyage, je pense que là, il faut aller un peu au-delà de ça, mais est-ce que c'est un patient qui est sage et qui reste à la maison? Est-ce que c'est un patient qui a un travail qui est à risque? Est-ce que c'est un patient qui est en contact avec des gens qui sont à risque? Est-ce que le fameux tableau de fièvre et de symptômes viraux de nouveau, moi, pour vrai, tous les patients que j'ai vus à l'étage, c'est quand même ça le tableau classique, là, la toux, les myalgies, la fièvre. J'en ai pas eu que c'était seulement une gastroentérite. C'était vraiment plus des tableaux virémiques. En fait, il faut aussi connaître son patient ou bien revoir les histoires antérieures d'hospitalisation. C'est quoi ces symptômes qui vous rappellent? Est-ce que c'est un patient qui a tendance à avoir une augmentation de son volume abdominal, un gain de poids, des OMI, mais en fait, son pattern de présentation d'insuffisance cardiaque va rester le même. Alors, si c'est pas le pattern classique, ben, il faut probablement plus aller vers le COVID qui a une insuffisance cardiaque décompensée. Aussi, si on se dit, ben, mon patient a un petit peu plus d'orthopnée, un peu plus dyspnéique, j'essaie l'ASIX, mais finalement, j'ai aucune réponse à ce traitement-là, mais considérez aussi que c'est peut-être une infection COVID. Puis, comme ça a déjà été mentionné, les BNP ne sont pas discriminants et ça ne changera rien à notre prise en charge. Les fameux laboratoires, ça, je pense que comme personne qui fait souvent de la clinique d'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose que la kaliémie et la créatinine me stresse beaucoup. Mais je pense qu'on peut être rassuré et d'éviter d'exposer nos patients à des laboratoires quand ils n'ont pas eu d'anomalies électrolytiques dans les derniers mois. Si c'est des patients que leur créatinine, malgré notre thérapie actuelle, est restée stable, je pense qu'on peut être très rassuré. C'est sûr qu'il y a des patients qui ont eu des majorations de leur thérapie dans les semaines avant toute cette pandémie-là. Mais s'il n'y a pas eu de nouvelles médications, on peut être rassuré. Si c'est des patients qui n'ont pas été hospitalisés, qui ne sont pas venus à l'urgence, en fait, on peut être également rassuré. Par rapport aux symptômes suggestifs d'un désordre électrolytique, c'est sûr que la littérature le mentionne, mais c'est sûr qu'au questionnaire, c'est très difficile de faire la différence des fois des désordres de la kaliémie, puis ou du magnésium, puis d'une gastroentérite. Fait en fait, je dois dire que là, on va parler du CHUM, mais quand on regarde ce que la Société canadienne recommande, puis qu'est-ce que Cynthia a également dit, mais le but, en fait, nous, ce qu'on a fait au CHUM, là, c'est que c'est vraiment, on a mis une zone pour des patients qui étaient jugés à haut risque, une zone qui était jugée à bas risque. C'est sûr que là, on offre même de téléphoner, de texter aux patients, en fait, pour trop longtemps dans la salle d'attente. C'est sûr que quand nous, les patients viennent qui ont besoin d'une échographie cardiaque, tout est géré en même temps, là, qu'ils soient interrogés le défibrillateur, ils ont l'échographie cardiaque, ils ont le rendez-vous à la clinique, tout est fait la même journée. Ça demande beaucoup de gestion, mais je pense que c'est une question de sécurité pour nos patients. En fait, à la clinique, on a fait beaucoup d'ajustements. On a des rencontres téléphoniques 2 fois par semaine. Alors, ce que je vous dis là, ce fut le fruit de beaucoup de discussions et de beaucoup d'essais. En fait, on a des infirmières cliniciennes, nous, qui appellent les patients pour demander comment ils vont, s'ils sont stables, puis de juger, en fait, est-ce qu'elles les jugent qu'ils devraient être vus en clinique parce qu'ils ont l'air décompensés ou est-ce qu'un suivi téléphonique est convenable? Il faut également dire que nous, on a une secrétaire qui les rappelle la veille pour s'assurer qu'entre les moments où ils ont eu des appels, qu'il n'y a pas eu de symptômes de fièvre, de symptômes qui sont suspects de COVID.
Et en cas de doute, ben, l'appel est remis à une infirmière clinicienne ou un infirmière praticienne. Quand on opte pour le rendez-vous télésanté, il y a React, il y a Zoom, en fait, que les gens utilisent. Moi, je suis un peu de la vieille école, je suis moins techno, fait que le suivi téléphonique à date, ça va super bien avec moi. C'est sûr que par rapport, nous, au CHUM, on a eu des licences qui nous ont été octroyées, mais c'est pas, il faut faire très attention d'un point de vue confidentiel que votre hôpital est d'accord avec les lignes que vous utilisez, puis s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui peut se connecter, qui pourrait être en contact avec des renseignements qui sont personnels. Il y a aussi le suivi à distance via la plateforme Take Care. Puis en fait, ça permet aux patients en fait de mettre leur tension artérielle, puis de mettre leur fréquence cardiaque. Puis nous, ça nous permet de le voir. À titre d'exemple, nous, on va donner congé à une jeune patiente de 37 ans ce week-end qui a une cardiopathie toxique sévère. Mais en fait, nous, on va quand même garder contact avec elle en suivant ses signes vitaux, en faisant un suivi à la clinique la semaine prochaine, puis en ayant organisé avec le CLSC des laboratoires. Mais je pense que ça nous permet vraiment de s'assurer de ne pas abandonner nos patients. Puis je pense aussi de rassurer le personnel soignant en nous. Quand on a décidé que les patients devaient être vus, je dois dire que les choses qui ont causé le plus de problèmes, c'était quand c'était des patients qui avaient une suspicion de COVID, parce que là, nous, on a décidé d'avoir une salle qui était désignée pour les patients COVID, une salle non désignée. Puis c'est beaucoup, beaucoup de travail qu'on reste des gens dans une salle, après ça, la désinfection. C'est surtout pour la progression dans l'hôpital. Ça cause, en fait, il y a beaucoup de logistique. Alors, sincèrement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter au maximum d'exposer vos cliniques à ces patients-là. Et en cas de doute, c'est sûr qu'il reste toujours l'urgence, qui est quand même un très bon, qui est probablement le plus sécuritaire. Mais nous, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, si on décide de les voir, puis on se dit, ben ça a l'air plus un virus, ça n'a pas l'air du COVID, mais ils ont fait une fièvre, ils ont des symptômes urinaires, on les met quand même dans une zone qui leur est réservée, qui a très, très peu de contacts. Sincèrement, on s'assure de respecter le moment de leur rendez-vous, de les mettre dans la salle désignée. Il y a du personnel, en fait, un IPS ou une IPS qui est vraiment désigné pour ces patients-là. On essaie de limiter au maximum l'exposition. Et si nécessaire, il y a également un cardiologue, là, mais on essaie au maximum d'exposer trop de gens de notre équipe parce que clairement, il y a quand même beaucoup de boulot à faire. En moyenne, à la CLIP, au CHUM, on rejoint minimalement 20 patients par jour. J'ai Stéphanie Béchard, là, qui est une IPS qui est à 2 mètres de moi, là, qui va faire partie de la période des questions. Alors, elle pourra répondre avec plus de détails. En conclusion, je pense qu'on a besoin de tout le monde comme équipier et pour faire de la clinique externe, mais aussi pour faire l'unité COVID présentement. Là, je pense qu'on a besoin de rassurer et la population, mais également tous les collègues avec qui on travaille, mais surtout de ne pas oublier que les patients à la maison vivent beaucoup d'anxiété, les proches vivent beaucoup d'anxiété. Pourtant, même si c'est difficile et très fatigant pour eux, d'essayer d'avoir le ton le plus rassurant et d'essayer de les soutenir dans tout ça. Puis je pense que ça va faire qu'on va passer beaucoup plus facilement au travers. Je tiens encore à remercier énormément Elastic qui a eu l'initiative de faire cette présentation-là et à Novartis qui était d'un précieux appui d'un point de vue informatique et d'un point de vue pour nous aider aussi avec des références dans toute cette aventure-là. On va juste couper quelques instants pour la période de questions. Surtout, gênez-vous pas, puis on vous écoute. Mais attendez juste le temps de la déconnexion. Donc, rebonjour tout le monde. On va passer à la période des questions. Il y a eu plusieurs questions d'abord sur est-ce que cette présentation sera disponible. Donc, oui, la présentation PDF, autant les slides que nous qui faisons la présentation sera disponible sur le site Internet de la Société québécoise d'insuffisance cardiaque. Donc, vous pouvez retrouver toute cette information-là à nouveau d'ici quelques jours. Il y a eu une question peut-être pour Emmanuel ou Dr. Cyr. Si un patient est hospitalisé en contexte de COVID-19 puis que le patient a une insuffisance cardiaque ou une MCAS qui a une indication claire de débuter un IECA ou de l'aldactone, est-ce qu'on le commence dès maintenant, dès le patient hospitalisé?
et où ça nécessitera en effet une prise de sang de contrôle ou on attend quelques semaines le temps que la tempête passe? Allô? Oui, ben en fait, c'est une très, très, très bonne question. C'est sûr que moi, si j'ai une dysfonction VG de novo, je vais une fois que la situation COVID est «clarée» entre guillemets, oui, je vais puis que la fonction rénale est stable, oui, je vais introduire un traitement d'insuffisance cardiaque. Puis oui, je vais, faire des labos de contrôle. De la façon, nous, que ça fonctionne, en fait, moi, il y a des patients que les infirmières et infirmiers du CLSC font un job exceptionnel, que j'ai organisé avec ça a super bien fonctionné. Ou sinon, il y a encore des CLSC qui offrent le service, mais il faut toujours prendre des rendez-vous téléphoniques. Fait comme ça limite beaucoup l'exposition pour les patients. Puis à date, moi, ça fonctionne très, très bien. Peut-être juste rajouter pour ceux que c'est simplement sur une indication de maladie coronarienne, qui n'ont pas une dysfonction ventriculaire gauche, je pense qu'on peut se permettre d'attendre, là, si vous êtes d'accord, Dr. Cyr, pour débuter une ISCA si on juge que c'est nécessaire. Mais l'affaire, c'est que ce que je veux surtout pas, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, mais c'est que si c'est une dysfonction VG comme à 20 Oh, mais c'est une dysfonction, clairement, oui. parce Mais que c'est pas une dysfonction. le danger, c'est que si on dit qu'il reste encore, je ne veux pas avoir le scénario le plus pessimiste, mais si c'est encore 2 mois ou 3 mois où est-ce que le système de santé est très ralenti, je trouve ça dommage de laisser une belle fenêtre d'opportunité et de ne pas suivre ces patients-là. Mais c'est sûr que ça va être difficile pour le. C'est sûr qu'on va avoir un suivi beaucoup moins agressif que d'habitude, mais je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas traiter du tout ces gens-là. Excellent, merci. Donc, une prochaine question auquel je peux m'avancer et répondre, c'est concernant la colchicine. À savoir que dans l'étude Colcott, il y avait un léger surplus de pneumonie chez les patients sous colchicine, puis ça peut être une inquiétude chez les patients COVID-19 positifs. D'abord, à faire mention que pour l'instant, on n'a aucune évidence de la colchicine en COVID-19, donc on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et la question apportait aussi un aspect pour les patients chez qui ils ont une myopéricardite associée au COVID-19. Est-ce que le traitement usuel de myopéricardite avec la colchicine est indiqué? Je pense d'abord qu'un patient qui a une myopéricardite sera hospitalisé ou surveillé de toute façon, donc c'est un critère d'exclusion pour l'étude sur la colchicine. Ceci dit, le patient qui est hospitalisé avec une myopéricardite, je pense que en l'absence de recommandations contraires, on va utiliser la colchicine comme traitement usuel de la péricardite tel qu'indiqué dans nos guidelines. Effectivement, c'est des excellentes questions. C'est des questions, malheureusement, qu'il n'y a pas de données dans la littérature, mais je pense qu'on essaie de garder le plus possible les recommandations qu'on a et qui sont disponibles. Excellent. Une petite question peut-être pour Dr. Cyr, pour l'expérience locale au CHUM. Il y a certaines questions concernant les protections des techniciens, par exemple en échographie cardiaque. On sait que si le patient est COVID-19 positif, ça vient avec toute la protection nécessaire, mais pour un patient qui est COVID-19 négatif ou jugé à bas risque, qui a une échographie cardiaque, est-ce que les techs sont protégés avec jaquette visière? Est-ce qu'il y a des mesures de prévention? Bien, en fait, nous, ce qu'on a fait, là, je vous réponds en date, je vais être en écho la semaine prochaine, là, mais ce qu'on a fait dernièrement, en fait, les techniciennes, si le patient avait moins vraiment des symptômes, en fait, c'est sûr qu'elles portaient le masque, mais il n'y avait pas toute la protection usuelle. Si, comme vous dites, si clairement un patient on a un doute qu'il soit COVID, ou nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis comme exemple sur mon étage, là, il y a une machine qui est dédiée au 17e Nord pour les cas COVID, pour lequel il y a comme 2 séances de désinfection. Puis, en fait, ce qu'on a décidé, nous, pour protéger les techniciennes, c'est d'essayer de faire, pour les patients COVID, c'est d'essayer de faire un cas sur 2 où que le cardiologue va en scanner vraiment plus que d'habitude pour essayer de préserver nos techniciennes puis essayer que tout le monde ne tombe pas malade. Autre chose également qu'on a fait comme manière de faire, c'est qu'exemple, si les soins intensifs ont fait des images, parce que nous, ils en font quand même souvent, bien souvent, ils vont nous montrer les images. Si on est satisfait de ce qu'on voit et on répond à la question clinique, bien, on va faire un rapport dans ce sens-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que si notre technicienne a fait des images
on essaie au moins possible de retourner dans la salle et de refaire des images. Alors, si on voit que c'est un patient qui est connu pour être techniquement difficile ou que des fois, on a des suspicions à regarder le patient que ça pourrait être compliqué, mais on essaie de nous-mêmes y aller pour justement éviter le plus possible d'exposer trop de gens. Merci. Il y a eu des questions concernant aussi la chirurgie cardiaque. C'est sûr que dans notre présentation, on a abordé surtout l'aspect cardiologie, mais il faut croire que beaucoup de nos patients aussi vont en chirurgie cardiaque. En fait, si je peux me permettre de répondre à ça, la majorité des centres où la chirurgie cardiaque est réalisée sont actuellement des centres receveurs de cas COVID-19. À l'exception de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui pour l'instant, le but, c'est de rendre l'Institut un centre sans COVID, qui permettrait de continuer à faire des chirurgies cardiaques et de continuer à faire des procédures de valvulopathie pour essayer de faire avancer un peu les cas au Québec. Pour les autres, il faut savoir qu'un patient post-op de chirurgie cardiaque ira aux soins intensifs, puis qu'on n'a peut-être pas un lit pour lui actuellement dans les hôpitaux comme le CHUM, par exemple, ou Sacré-Cœur, ou l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Jewish. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement un lit pour lui. Puis, il faut quand même bien répartir les ressources, puis c'est vraiment un gros enjeu actuellement. Donc, la majorité des chirurgies cardiaques électives sont annulées et reportées à plus tard. Les chirurgies cardiaques urgentes sont encore faites, mais si on peut se permettre de transférer le patient, si on a le temps, on essaie de transférer le patient à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis, on opère encore les patients COVID, ça va être le CHUM opère encore, puis il y a quand même le service de chirurgie cardiaque travaille encore, en fait. Puis c'est sûr qu'on est là pour les patients, s'il y a des patients qui sont décompensés, s'il y a des patients qui ont besoin d'être opérés, nécessairement. Comme je disais tout à l'heure, il faut quand même garder le service à la population, mais c'est sûr que le patient qui peut attendre ne sera pas fait présentement. Juste peut-être pour ajouter un point là-dessus, parce que je suis à l'Institut en ce moment, puis effectivement, on a commencé à recevoir aussi des cas, par exemple, du Jewish ou de d'autres centres pour des chirurgies urgentes. Donc, ça se fait actuellement déjà. Excellent. Puis, pour renchérir, c'est sûr qu'on est bien conscient qu'il y a plusieurs de ces patients-là qui ont 3 vaisseaux à la maison ou qui ont une valvulopathie sévère à la maison. Leur chirurgie est probablement retardée, donc on ne connaît pas encore l'ampleur du problème, puis on verra peut-être certains de ces patients-là arriver avec des complications de l'attente de leur chirurgie. Il va falloir s'adapter et y aller vraiment au jour le jour, une semaine à la fois pour voir comment les choses évoluent dans cette direction. Petite question concernant peut-être Dr. Cyr, étant donné que vous êtes à l'étage COVID actuellement, est-ce qu'il y a des recommandations concernant la télémétrie chez des patients, pas nécessairement cardiaques, mais un patient COVID-19, est-ce que ce sont des patients qu'on met sous télémétrie? C'est une super bonne question. Moi, c'est sûr que j'ai un biais parce qu'au 17e, nous, on met beaucoup nos patients sous télémétrie. Puis, en fait, c'est la personne qui est à l'urgence qui décide où envoyer le patient. Puis, nous, on en a mis beaucoup. En fait, il y a la saturo en continu, la télémétrie en continu. C'est sûr que c'est limité, mais dès qu'il y a une maladie cardiaque, une suspicion, un patient avec des facteurs de risque, oui, ils sont mis sous télémétrie, puis on les suit comme nos patients, et ce n'est pas tous les patients qui sont mis. Merci. Puis, une question aussi assez technique, peut-être pour la clinique d'insuffisance cardiaque. Certaines personnes m'ont écrit là, pour poser la question parce qu'ils commencent à avoir des patients insuffisants cardiaques suivis à la clinique d'insuffisance qui demandent un arrêt de travail parce que, oui, ils sont insuffisants cardiaques, mais ils continuent de travailler, peu importe quels sont leurs métiers. Est-ce que vous avez des recommandations? Je sais que c'est une question un peu pointue, puis c'est du cas par cas, mais concernant l'arrêt de travail chez les patients. En fait, il
C'est une très bonne question parce que le CHUM a mis, j'ai pas tous les détails par cœur, mais le CHUM a mis une politique en fait pour les employés, les patients et nos patients pour savoir qui pouvait être en arrêt de travail. Mais il y a les femmes enceintes, les gens immunosupprimés, il y a vraiment une liste. Là. Désolée, je peux te demander si ça peut être mis en ligne là, ou si je trouve une référence, sincèrement, je vais parler avec l'équipe de la SCIC là, pour vous le mettre disponible. Mais c'est vraiment des critères qui sont très, très, très stricts. Mais le fait d'être il n'y a pas de critères spécifiques là, pour le fait d'être défaillant puis de dire de ne pas travailler. Puis nous, exemple, pour les greffés au CHUM, il y a une lettre qui a été faite par autant pour la greffe hépatique rénale pulmonaire que les greffes cardiaques qui restent au CHUM, en fait, avec des recommandations vraiment très, très claires qui disent que dans le contexte de leur immunosuppression, dès qu'ils ont un emploi à risque, ils sont exposés à des gens ou à des clients ou à d'autres gens là, qu'on les retire du travail. Mais c'est vraiment des documents qui ont été faits par l'équipe au CHUM. Excellent, merci. C'est vraiment une très, très bonne question. Peut-être une dernière question pour Emmanuel. On a parlé beaucoup des inhibiteurs de l'angiotensine ou de l'aldactone, par exemple. Est-ce que titrer des bêta-bloqueurs par téléphone serait une option pour maximiser la thérapie d'insuffisance cardiaque chez les patients? Ben, je ne vois pas vraiment de contre-indication à titrer des bêta-bloqueurs par téléphone si on peut avoir un monitoring comme de prendre des pressions, puis de s'assurer d'avoir un suivi rapproché avec le patient pour voir si c'est des symptômes d'hypotension orthostatique ou autre. Je pense que ça reste une bonne idée de continuer à titrer les bêta-bloqueurs au maximum toléré. Moi, je trouve sincèrement que puis on a des patients qui sont très très fiables. Il y a des patients qui ont vraiment beaucoup le monitoring à la maison, qui prennent leur tension, qui prennent leurs signes vitaux. Puis, en fait, moi, j'ai même des patients qui me les faxent. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée si on a des patients fiables au bout de la ligne. Excellent. Donc, ça fait un peu le tour des questions qu'on reçoit. Donc, si jamais vous avez plus de questions, on peut rendre disponible nos courriels si vous avez des questions a posteriori. Et on vous remercie tous d'avoir assisté à notre présentation. Merci d'avoir pris votre heure de dîner pour ça. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres choses à rajouter, mais je clorai la présentation là-dessus. Idem. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Merci.